Bonjour, bienvenue à Prochaine Adresse. Mon nom est Guillaume Bouchard, directeur général du pôle régional en économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, avec moi, Madame Carole Richer, conseillère en développement local pour la MRC de Maria-Chapdelaine. Bonjour Carole. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, j'aimerais ça en savoir un peu plus sur l'historique de l'économie sociale ici dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Ben écoute, nos premières entreprises d'économie sociale, ça se passe en 1950. Dans le fond, la coop des Deux-Rives, qui est une des premières coops agricoles du secteur, qui a fêté, ses 75 ans, il n'y a pas si longtemps. Puis le club de golf, ce sont vraiment nos deux premières entreprises d'économie sociale sur le secteur. Mais dans ce temps-là, on n'appelait pas ça des entreprises d'économie sociale. C'était du monde qui se mettait ensemble là, pour faire une entreprise. La promotion de l'entrepreneuriat collectif a commencé, je te dirais, en 96 avec, dans le fond, la création du chantier de l'économie sociale qui a un peu remis sur la table l'économie sociale. Puis même à cette époque-là, on parlait davantage des secteurs qui étaient très, très présents en économie sociale, c'est-à-dire les CPE, l'aide à domicile, tout ce qui était récupération, les entreprises d'insertion. Tu sais, il n'y avait pas une multitude de secteurs d'activité comme aujourd'hui, alors que l'économie sociale, c'est tout secteur confondu maintenant. Alors qu'à cette époque-là, déjà, c'était un peu plus restreint, puis c'était plus vu comme une économie de pauvres pour les pauvres. Maintenant, ça, on ne voit plus ça, puis on ne l'entend plus non plus. Tu sais, c'est qu'il y a eu une évolution entre 96 et aujourd'hui qui est quand même salutaire, puisqu'on a arrêté de voir ça comme pas vraiment de l'entrepreneuriat, en fait. C'est vraiment super intéressant. Et dans la MRC ici, y a-t-il certains secteurs d'activité plus forts, plus importants que d'autres? Dans la MRC de Maria-Chapdelaine, dans le fond, on a suivi le pas du Québec. Là, à un moment donné, les CLD, les Centres locaux de développement, ont eu de façon très précise le mandat de l'économie sociale. Alors, nous, il y avait un poste qui était dédié à l'économie sociale dès ce moment-là. Et on a fait un premier portrait de l'économie sociale pour voir qu'est-ce qu'on avait comme entreprise sur notre territoire, tout ça. C'était beaucoup agriculture-forêt, tu comprendras. Hein? Chez nous, c'est vraiment un monde forestier. Fait que les bleuetières coopératives, on en avait 10-12. Puis au niveau de la forêt, c'est un peu la même chose. Les corporations forestières, les coops forestières, on vit de ça. Là. Fait que c'était pas très étranger. Mais au fil du temps, dans le fond, nos secteurs se sont diversifiés aussi au niveau de la culture notamment, au niveau du tourisme, au niveau du commerce et des services aussi. C'est qu'on a dans 12 secteurs d'activité que je ne vous énoncerai pas ici aujourd'hui, mais il en demeure pas moins que, oui, tous les secteurs d'activité économique maintenant sont desservis par l'économie sociale. C'est vraiment super intéressant. On a fait un peu le tour de l'historique, de ce qui se passe dans la MRC, mais qu'est-ce qu'on a comme perspective de développement pour l'économie sociale ici? Bien, moi, je pense que les commerces et les services de proximité, on a, tu sais, dans le fond, Dolbeau-Mistassini, c'est notre ville-centre. On a une plus petite ville qui s'appelle Normandin, qui est autour de 3000 habitants. Mais après ça, c'est pas mal des municipalités qui sont en bas de 600 habitants. Puis je dirais qu'on en a plus de moins de 400. C'est que le maintien des services de proximité, c'est quand même difficile. C'est que je pense que c'est vraiment dans les secteurs des services de proximité que ça va se multiplier. Puis c'est vraiment flagrant là, au cours des 5-6 dernières années. C'est créé des petites épiceries, là, 4 petites épiceries dans les villages qui sont pris en main par les citoyens du travail bénévole, mais tu sais, c'est vraiment de l'activité marchande. Il s'est créé, dans le fond, 2 coopératives pour un poste d'essence. Il y en aura une 3e là, qui est en création présentement. Fait que, tu sais, on voit que les services de proximité vont être pris en main par les citoyens parce qu'il n'y a pas suffisamment de business à faire pour que quelqu'un puisse en vivre, là, puis tirer profit de ça, puis faire carrière. Là. Tu sais, c'est pas une carrière, c'est du maintien de services de proximité.
Fait que je pense que ça, c'est vraiment là. Au niveau du tourisme, je pense qu'on n'est pas assez encore fort là-dessus, mais ça va venir, je le sens, de plus en plus. La relève d'entreprise. Tu sais, la relève d'entreprise, on en parlait ce matin à la table d'économie sociale. Les comptables, là, ils ne réfèrent pas encore à l'entrepreneuriat collectif, mais combien d'entreprises pourraient être achetées par des coopératives de travailleurs actionnaires? Il y en a, à mon avis, comme ça, mais on n'utilise pas ce levier-là encore suffisamment. Ça fait que je pense que oui, dans la relève d'entreprise, il y a une place à prendre pour les 10 prochaines années, là, comme il faut. Fait que voilà, c'est les secteurs qui sont les plus parlants là, pour les perspectives d'avenir. Merci, Carole. C'est vraiment super intéressant. Une belle perspective positive pour l'avenir de nos entreprises d'économie sociale ici dans la MRC. Et d'ailleurs, nous, on va se retourner vers 2 entreprises d'économie sociale de la MRC de Maria Chapdelaine. Le Festival de la Gourgane a commencé en 1974-75 dans ce coin-là. Puis il a toujours survécu à toutes les années. Ça a commencé par un petit festival de la Gourgane. Il était plus tardif au mois d'août, étant donné la récolte de la Gourgane. Puis avec les années, puis les autres festivals du coin, le Festival de la Gourgane s'est décalé jusqu'à au milieu de la fin de semaine de la construction, dernière fin de semaine de juillet. Donc, depuis ce temps-là que le Festival de la Gourgane est là, dans ce créneau de date-là. Le Festival de la Gourgane, c'est un petit festival de village où tout le monde participe. C'est un festival qui est gratuit. C'est un festival qui attire beaucoup de monde. Tout le monde y trouve son compte, que ce soit jeune et moins jeune. C'est une activité un festival vraiment familial. Un tournoi de balles pour jeunes et moins jeunes. Il y a un tournoi de poche. Il y a de la musique folklore pour les personnes les plus âgées. Il y a des spectacles professionnels le soir aussi qui sont complètement gratuits, ça qui nous attire beaucoup de monde. Un volet concours de soupe aux gourganes. Tu sais, c'est ça le Festival de la Gourgane. C'est un festival qui est proche de son monde. On peut parler d'autobus pas de toit qui se promènent dans le village, l'autobus de la Gourgane. C'est un plus à notre festival, des jeux gonflables, des jeux pour enfants. Donc, c'est vraiment ça le Festival de la Gourgane. C'est rien de compliqué, mais tout pour attirer le plus de monde possible, pour avoir le plus de plaisir possible. Normalement, les employés, je te dirais que nous en avons des fois 1, des fois 2 selon les projets étudiants qu'on réussit à avoir. Sinon, c'est un comité qui est complètement bénévole avec plein de sous-comités. Si on compte tous les bénévoles qui gravitent autour du festival, d'après moi, on peut se rendre à 70, 80, 90, 100. Là. Comme je disais tantôt, c'est un festival de village que tout le monde a hâte. Quand on voit le festival se préparer la semaine avant le festival, les bénévoles, ils viennent, même ceux-là qui ne sont pas impliqués, ils viennent nous aider, ils viennent être là pour apporter leur aide. On peut, comme je dis, on n'est pas loin du 100 bénévoles, autant pour les modes drague, que ce soit pour s'occuper des bars, des jeux gonflables. C'est tous des sous-comités qui aident le comité principal à faire au bon fonctionnement du festival. On entrevoit un très beau futur pour le festival. Le festival, on dirait que c'est il est tout le temps grandissant d'année en année. Moi, ça fait plusieurs années que je gravite autour du festival. Puis le festival, il est toujours monté. On s'attend des fois qu'il va y avoir une pente descendante, mais non, il continue toujours à monter. Donc, je pense qu'on a un très beau futur pour le festival. Les activités sont le fun. Les gens répondent présents. Puis le fait que ça soit gratuit, je pense que le monde qui vient la première fois, ils reviennent tout le temps. Fait que c'est positif pour nous autres. Puis on espère que ça va être d'avoir une prochaine édition l'an prochain. On y est allé en masse. Les premières années, on y allait vraiment en masse avec les journaux, radio, télévision un petit peu, mais moins parce que ça coûtait plus cher aussi. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est la voie de l'avenir aussi. Là, quand on a des messages à passer au niveau de
vite fait, peu importe, un collègue de bénévoles, pour des activités à promouvoir, ben Facebook il est vraiment, vraiment là pour nous. Puis un exemple concret, en n'ayant pas eu de festival cette année, ben on a fait une campagne de financement pareil pour promouvoir la prochaine édition. Puis d'habitude, on avait le droit d'avoir des ducs et duchesses. Cette année, avec la pandémie, on ne pouvait pas. Fait qu'on s'est retourné vers les réseaux sociaux pour la vente de billets. Puis on a vendu pratiquement tous nos billets au complet. T'sais, sur 4000 billets, on a vendu, je pense, 3400 rien que par les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, c'est vraiment la voie de l'avenir. On communique. On ne dit pas qu'on ne peut pas y aller avec la télévision, radio, mais vraiment, les réseaux sociaux accaparent beaucoup de nos... on espère, dans le futur, de continuer à les utiliser aussi. On a un site web qui est revigoré à chaque année. Il y a des personnes qui sont plus habiles que moi pour le faire mettre à jour, mais c'est chacun les forces des membres du comité de pouvoir justement avoir un site web à jour pour pouvoir que le monde puisse se consulter aussi. Bien, c'est un organisme sans but non lucratif, tout ça. Puis on n'est pas là pour faire nécessairement de l'argent. On est là pour faire nos frais. À chaque année, bien, peu importe les recettes qu'on fait, on essaie de les réinvestir pour avoir un festival de plus haute envergure. Exemple, les feux d'artifice. On a commencé, mettons, exemple, des feux d'artifice de 5-6 000. On est rendu à 8-9 000 de feux d'artifice. On essaie de monter toujours le volet. Si une année qu'on a fait moins d'argent, bien, peut-être qu'on va on va en enlever un peu. Mais notre but, c'est vraiment de réinvestir tout ce qu'on fait, puis d'être capable de s'autofinancer. Parce que le Festival de Gourgane, c'est un festival, comme je disais tantôt, qui est gratuit. C'est seulement les billets comme moyen de promotion, plus de financement, plus la boisson, puis les commerces locaux qui les commanditent. Donc, c'est ça qui fait qu'on s'autofinance, on essaie de s'autofinancer. Bien, probablement que si on avait trop d'argent, n'importe quoi, qu'on faisait trop d'argent, puis qu'on ne le réinvestirait pas, qu'on le regarderait pour nous autres mêmes, le monde dirait, ben là, pourquoi qu'ils font ça? Bien, pourquoi qu'ils vont avoir des commanditaires? Puis s'ils ont déjà de l'argent aussi. Mais le fait qu'on réinvestit l'argent tout sur notre site, on a déjà fait asphalter le site au complet, on change les estrades, on s'organise pour les estrades qui soient sécuritaires. Fait que, tu sais, on réinvestit notre argent directement dans le site. On s'achète des clôtures pour les mois de drague, on s'achète toutes sortes de choses. Tu sais, on construit vraiment notre festival, notre site, nos inventaires. Donc, c'est ça qui nous a amené vraiment à être vraiment comme ça. Un conseil, bien, c'est de un, il ne faut pas compter notre temps non plus. Tu sais, je veux dire, c'est un festival qui s'est construit avec beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'essais et erreurs. On essaye de faire des choses, puis on essaye d'apporter. Puis si on voit qu'une affaire qui marche plus ou moins, bien, il y a des raisons. On va essayer de trouver le pourquoi que ça ne marche pas. On va essayer de trouver la bonne recette. Puis de ne pas avoir peur de s'investir aussi. Puis quand tu es proche du monde, que tu fais un festival pour le monde, bien, le monde sont proches de toi aussi. Donc, le monde n'a pas peur de venir t'encourager, de venir te donner du temps, de venir s'impliquer auprès du festival. Fait que plus tu as de bénévoles, parce que j'ai toujours dit, faire un festival, on peut être 4 autour d'une table, on va monter un festival d'envergure incroyable. Sauf que pour l'animer, le festival, si on est rien que 4, on va manquer de bras, on va manquer de temps. Donc, c'est ça, être proche du monde, puis d'écouter ton monde aussi. C'est sûr que si on se dit c'est moi qui décide, je fais ça comme ça, comme ça, comme ça, puis le monde, ils ne trouve pas le compte, bien, ils ne viendront pas. Fait que, un des conseils, c'est vraiment d'être à l'écoute du monde, du peuple, de voir vers où est-ce qu'on veut s'enligner. Puis je te dis pas de tout faire à ce que le monde veut, mais de vraiment l'écouter et d'essayer d'apporter une bonne vision ensemble, de se parler aussi, puis de continuer vraiment à, comme je dis, d'essai-erreur, puis de monter de la bonne manière. Puis normalement, en tout cas, nous autres ici, on est un milieu qui se tient, fait que le monde vient en mars, puis le monde, regarde, on n'a pas eu de festival, ça fait 2 ans, puis le monde a hâte de revenir. Fait que, en tout cas, on pense qu'on a une bonne recette, puis il suffit de la garder. L'implication du monde, la participation bénévole, veut pas, ça revient, c'est du donnant-donnant aussi. Oui, on travaille pour le monde, mais le monde nous leur donne, ils viennent vers nous autres aussi. Donc,
Le monde, ils n'ont pas l'impression qu'on va leur chercher de l'argent dans leurs poches. Ou on va pas... Le monde a l'impression qu'ils viennent, qu'ils s'amusent ici, puis ils n'ont pas le temps de penser à quoi que ce soit. Ils viennent ici, puis ils s'amusent. Fait que, tu sais, l'implication sociale de notre festival, je pense que c'est mission accomplie parce que le monde a du plaisir, puis le monde vient, puis le monde en revient d'année en année. Fait que je pense que c'est un petit peu ça qui résume ma pensée. T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as pogné en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur saison 3, ça s'en vient. Tabougou-du-Lac, ce sont les chefs Antoine Tremblay, Florence Morissette, Stéphane Vaillancourt et Vincent Becker qui mettent en vedette les produits locaux de la MRC de Maria-Chapdelaine, dans cette émission de cuisine animée par Pierre Turcotte. Bon appétit! Bonjour, bienvenue à Impro en studio. Impro en studio. À Impro en studio. Impro en studio, c'est une rencontre entre 2 joueurs d'improvisation qui se prêtent à différents jeux devant un écran vert pouvant devenir n'importe quel décor. Suivez les aventures de vos joueurs préférés, guidés par les arbitres Vanessa Girard, Sébastien Roy et Christian Laprise. À chacun ses jeux, c'est une émission où moi, Sébastien Roy et mon collaborateur Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave, on va vous présenter nos coups de cœur. Vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire parce que c'est à chacun ses jeux. On jase, là. La MRC de Maria-Chapdelaine regorge de personnes incroyables qui ont façonné nos vies, notre culture et notre territoire. Voici de longues entrevues intimistes menées par Pierre Turcotte avec quelques-uns de nos joyaux qui nous parlent de leur parcours et de leur réalisation. Bon, la coop en est à sa 10e année d'existence présentement. C'est un regroupement, une coopérative, c'est un regroupement qu'on a fait au départ de 88 personnes avec la collaboration de la municipalité qui ont repris les actifs dans le temps et la gestion a été assurée, est toujours assurée par le conseil d'administration. Le centre touristique a eu différentes appellations au cours des années, mais la plus qui représente le mieux, on appelle ça la base. Ça a toujours été ou le centre touristique, ou nous, on a formé une coop, là, mais c'est rare qu'on dise la coopérative de solidarité, OK? Alors, c'est le centre touristique, c'est la base qui est le plus fréquemment utilisée. Le site y existe depuis 50 ans et offre un environnement incroyable à tous. Nos services, on a un service de bar-restaurant, OK, qui est ouvert pas mal à l'année. On a des saisons printanières où ce qu'on ferme à peu près 1 mois et demi et l'automne également aussi. On ferme à peu près une couple de mois l'automne, OK? À part de ça, c'est ça. On a la location de camping également l'été. OK? On a quand même une capacité de 58 terrains de camping
On loue les quais également, les quais qu'on a ici, là, on a 14 places pour les quais. C'est très apprécié, puis ça augmente toujours beaucoup parce que là, on est rendu, cet été qu'on vient de passer, on avait 30 saisonniers, puis j'en ai 6 à liste d'attente. Fait que c'est quand même... Mais on veut garder de la place également pour le public. OK? Fait que c'est quand même important pour nous. OK? On a également, à l'année, on loue 12 unités de chalet, soit en cabine, en motel, ou en chalet condo qu'on appelle avec une mezzanine et qui peut loger jusqu'à 6 personnes. On en a de différentes capacités. Les cabines, ça loge 2. J'ai 2 chalets qui en logent chacun 6, un autre qui en loge 4, les 2 autres 4, puis un autre 5. Fait que, on a 12 unités de chalets en location. Ça, c'est à l'année. Les autres services, on peut avoir le service d'essence également pour les quadistes et les motoneigistes et l'été pour nos bateaux. On est aussi, nous ici, quand on parle de la motoneige, quand on fait la motoneige, on est relais de motoneige également, parce qu'on est dans la passerelle du 49e, là, ils passent ici dans la cour. Les gens, là, pour venir, fait que on est vraiment une place stratégique pour la motoneige. On a également des forfaits avec nos quadistes et nos motoneigistes, OK? On offre le repas soit en salle à manger ou en chalet également, qui est quand même très intéressant pour eux également. Le forfait, on a 2 forfaits brochettes ou fondue. Fait que quand ils arrivent, ils sont bien contents de souper dans leur chalet ou en salle à manger. S'ils sont plusieurs, ils peuvent venir en salle à manger également. Dans nos activités également, on a la pêche. Là, on a un lac qui est quand même... Notre site, c'est le lac Adjim, qui a quand même 10 km de long. OK? C'est pas rien que la petite baie que vous voyez ici, là. Il y a quand même 10 km de long, puis c'est très bon pour la pêche au doré, la moine-niche, le brochet. Et on a la plage, une plage qui est beaucoup fréquentée également. À temps plein, c'est moi, OK, une personne. Quand on est ouvert pour la restauration, puis la restauration, bien là, on vient avec la préposée au ménage, puis la préposée à l'entretien. À temps plein, on vient pas mal à 4-5, OK? Puis avec les temps partiels, on peut, comme durant l'été, puis durant l'hiver, là, bien là, je monte à 9-10 avec le temps partiel. Et j'ai toujours des emplois d'été. Cet été, j'ai eu 2 emplois, un étudiant à l'entretien et une à l'accueil également. Et aussi, on a des bénévoles qui participent également au développement des activités, telles la piste de raquettes l'hiver. Et on a également on a eu la mise à niveau de notre mini-golf également. Le futur de notre coop continue à offrir un site qui est avec une vue exceptionnelle. Ça, c'est sûr. Et d'avoir également des services de marque pour les quadistes, les motoneigistes et tous les amants de la nature. Les membres de la coop, c'est monsieur et madame tout le monde, autrement dit. Au départ, c'était les gens qui sont proches du lac Adjim, OK? Des gens de la place, du village, OK? Ensuite, au fil du temps, il y a eu des utilisateurs de notre camping qui se sont ajoutés et des gens qui sont venus en quad ou en motoneige 2 à 3 fois et qui ont tombé en amour avec le coin. Alors, eux ont voulu être membres de la coop également. On a même des gens de Montréal là, qui sont venus ici et qui sont maintenant membres de notre coop. Alors, on est rendu avec 95 membres, OK, à l'heure actuelle. Pour être membre, ça coûte 1 000 $. On a un site web, OK. On a la page Facebook et on va avoir nouvellement Instagram et également Infolette. L'infolette qu'on a également engagée avec la municipalité. La municipalité avait un agent touristique et nous, on a complété ses heures pour faire un temps plein pour qu'il puisse répondre à tout ça, puis vérifier, puis nous mettre à jour toutes nos choses aussi là-dessus. Là. L'infolette, l'Instagram, puis tout le tralala, là, lui, il est habitué là-dedans. Là.
Fait que ça va être un bel atout pour nous aussi, ça, là. Puis on garde informer nos gens. L'implication de nos membres est vraiment sur une base volontaire, OK, et bénévole de nos membres. Nous avons quelques activités par année à laquelle ils peuvent participer, comme le rallye poker l'hiver. Ça, c'est... là, ça fait... Depuis la pandémie, disons qu'on a moins fait ça, là. La parade de ponton l'été, le souper bénéfice également. C'est toutes des activités qu'on faisait avant la pandémie, ça. Et bien sûr, notre Assemblée générale annuelle qui est là, elle, annuellement également, que nos membres peuvent participer. Lors de la création de la coop, ce fut le modèle qui nous a été proposé parce qu'on s'est fait aider de la municipalité, OK? Et c'est un modèle également qui colle bien à notre réalité. Et ça a été une coopérative de solidarité, OK? Solidaire de nos racines et de notre place. La gestion d'une coop comme la nôtre, comparativement au privé, c'est un modèle de différence. On ne génère pas de sommes astronomiques afin de maintenir nos actifs comme nous le voudrions. Nous sommes dépendants des octrois de divers paliers du gouvernement. Nous devons établir des projets, les préparer et les présenter comme on est en train de préparer également un nouveau projet. Et si nous sommes chanceux, nous obtenons certaines sommes afin de les réaliser. Ceci, ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Pour un petit groupe de personnes qui s'affairent à gérer la coop, c'est beaucoup de boulot. Mais quand ça fonctionne, on en retire une grande satisfaction et on se dit qu'on ne fait pas tout ça pour rien. S'investir à fond pour le bien commun. Il y a des embûches, mais la satisfaction fait du plaisir à voir les gens profiter de ce qui en est sur place, de ce qui est offert. Au final, les biens et services sont offerts non pas dans le but de faire du profit, mais plutôt dans celui de répondre aux besoins de ses membres, OK? Ou de la communauté, comme on accueille chez nous pour qu'ils se sentent chez eux. On va y aller un slogan. Chez nous, c'est chez vous.